Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence féminine à proprement parler. En fait, vous allez voir qu'il y a énormément de différences entre la forme d'intelligence de l'homme et la forme d'intelligence de la femme. D'accord? Alors, déjà, avant ça, on va falloir un petit peu expliquer comment c'est possible que la Torah, elle fasse autant de généralités. Comment c'est possible qu'elle puisse dire, bon, les femmes, elles sont plus coquettes et les hommes le sont moins. Les femmes, elles ont le sens de l'esthétique, les hommes moins. Les femmes vont avoir une intelligence comme ceci, les hommes comme cela. Comment c'est possible que la Torah, elle se permette de faire une telle généralité? Vous êtes d'accord avec ma question? Surtout que quoi? Surtout qu'il y a écrit que tout comme nos visages ne se ressemblent pas les uns les autres, eh bien nos personnalités non plus. Ça veut dire qu'on est chacun des êtres uniques, singuliers et personne ne nous ressemble. Donc, comment la Torah peut se permettre de mettre toutes les femmes dans un même panier et tous les hommes dans un même panier? C'est bizarre, non? Vous êtes d'accord? Alors, c'est très important de faire ce disclaimer, d'accord, cette introduction, avant qu'on fasse ce cours, parce que c'est des notions qui sont fondamentales. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la Torah ne va jamais dire les femmes sont comme ça, genre toutes les femmes sont comme ça et tous les hommes sont comme ça. Elle va parler de quoi? De tendance masculine et de tendance féminine. Donc les femmes ont tendance à être coquettes. Bon, là, on est un peu plus d'accord. Les femmes ont tendance à avoir le sens de l'esthétique. Là, c'est bon, je suis un peu plus d'accord. Mais sachez, et ça, c'est la grande révolution de la Torah, c'est qu'en fait, elle nous dit que nous, les femmes, nous sommes composées de 90% de tendance féminine et 10% de tendance masculine. Et les hommes, 90% de tendance masculine, mais ils ont aussi un petit côté féminin. Pendant le cours, je vous révélerai quel est le côté féminin de mon mari et mon côté masculin. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quoi, qu'on a on a aussi les hormones des hommes, on a aussi la testostérone. Ça veut dire que même si on est globalement oestrogène et progestérone, on a aussi un petit côté masculin. D'accord? Et donc, ça, c'est fondamental de comprendre ça. Ok? C'est pour ça que, par exemple, si vous allez parfois à un cours de Torah, et que vous entendez « Ah, les femmes sont coquettes, les hommes ne le sont pas », ben moi je peux vous dire, je connais des couples où c'est le mari qui est genre fringué de la tête aux pieds, hyper stylé, etc. La fille qui en a absolument, mais vraiment rien à faire. Ou d'autres choses, par exemple le sens de l'esthétique. Alors je peux vous dire que dans mon couple, c'est mon mari qui l'a à 100%, genre c'est lui qui... Hier, exemple, j'ai dû aller acheter une lumière parce que la nôtre, elle s'est cassée, d'accord, dans le salon. Je suis arrivée dans le magasin, incapable de choisir quoi que ce soit. Je sors, je vais dans l'autre, incapable de choisir quoi que ce soit. Et j'appelle le mari, je lui dis, écoute, je sens que quoi que je vais ramener, tu vas me dire que c'est affreux. C'est lui qui a le sens de l'esthétique, moi, je l'ai absolument pas. Alors, le roi Salomon, dans ce verset, nous parle de l'intelligence féminine à proprement parler. Il nous dit quoi? Il nous dit, je vous le dis directement en français, ses mains saisissent le rouet, ses doigts manient le fuseau. En fait, on nous parle d'un rouet. Alors moi, excusez-moi, mais quand j'ai commencé à étudier ce verset, je ne savais pas ce que c'était un rouet ni un fuseau. Donc j'ai été voir sur Google, sur Wikipédia, donc je vous invite à faire de même. Mais globalement, c'est quoi? C'est le métier à tisser de la femme, dont elle va se servir de ses mains, de ses pieds. Et en fait, pour tisser, vous allez voir, c'est très important. Elle va devoir faire un va-et-vient entre elle et le métier à tisser. Et également, elle va devoir faire un va-et-vient entre les fils qu'elle va séparer et lier tour à tour. D'accord? Et ça, c'est symbolique, en fait, de l'intelligence de la femme. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, en gros, il nous dit quoi? Si on regarde comme ça, terre à terre, il nous dit « Ah, la femme Eshet Trail, c'est génial, elle sait tricoter. » Waouh! Alors déjà, en quoi c'est aussi fondamental? Et puis, surtout, si on ne sait pas tricoter, et comme c'est la majeure partie de nous, les femmes, dans notre génération, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, du coup, ce verset, il est complètement anachronique, il ne nous concerne pas. On sait que la Torah, elle est éternelle. Donc, quel est le message éternel qui se cache derrière ce verset? Alors déjà, il faut regarder un petit peu, parce que la Torah, elle associe très souvent la femme au tissage. Et il y a une phrase qui peut être
paraître très très choquante, qui est dans le Talmud, qui est En Chorma Laïcha et la Ba Peler. La femme, elle n'a pas autre intelligence que, elle n'a pas de meilleur talent que celui de tisser. Ouah, la catastrophe. Ça veut dire que du coup, aucune femme contemporaine n'est talentueuse. Non, chasvé shalom. En fait, c'est ce qu'on va développer pendant tout le cours, c'est que Oel Rachel explique que le tissage, c'est le propre de la femme. Parce que la femme, elle sait tisser. Elle sait tisser des liens entre les individus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous invitez 3-4 personnes à Shabbat et les gens arrivent, ils ne se connaissent pas forcément. Et là, la femme, elle fait « Ouais, mais en fait, toi, tu sais, son cousin, et ben ton voisin, il le connaît. » Ça veut dire, en fait, la femme, c'est un Facebook vivant. Elle arrive à te faire des connexions de qui est l'ami de qui et qui sont les amis en commun de chaque personne. C'est très, très impressionnant. Elle sait faire un lien entre les objets, d'où son sens de l'esthétique et du yofi. Le yofi, c'est la beauté, et la beauté, c'est l'harmonie. Et en fait, la femme, elle sait faire créer de l'harmonie entre les objets. Alors, comme on a dit au début du cours, pas toutes les femmes. Par exemple, moi, je n'ai aucun sens de l'harmonie. D'accord? À ce moment-là, j'ai échangé ma tendance masculine et féminine avec mon époux. Ou bien, elle va tisser, donc ça, c'est la première chose, les individus, les objets et les concepts. Et ça, tisser les concepts, c'est la plus grande forme d'intelligence de la Eshet Chayil. Et on va essayer de comprendre un petit peu donc pourquoi, qu'est-ce que ça signifie. Alors déjà, il faut comprendre que l'homme, eh bien, il a été créé à partir de ce qu'on appelle la lettre He. La lettre Yud. Et la femme, eh bien, dans la Torah, elle représente la lettre He. Hachem, il s'est servi, nous dit la Torah, de la lettre Yud et de la lettre He pour créer le monde, pour créer toute forme de réalité. Or, la force de l'homme, c'est le Yud, et la force de la femme, c'est le He. Qu'est-ce que ça veut dire le Yud et qu'est-ce que ça veut dire le He? Le Yud, vous allez voir, donc c'est une lettre, c'est comme un éclair en fait. Elle est là-haut, elle est liée au ciel, mais elle n'a pas les pieds sur terre. Ça veut dire que quoi? C'est la force de la théorie. C'est la force des idées. C'est la force de ce qui représente le côté spirituel, intellectuel, mais pas encore matérialisé sur terre. Le Yud, il n'a pas les pieds sur terre. Le He, il comporte aussi un Yud, ça veut dire il a pris le Yud, mais par contre il lui a donné une forme terrestre. Il a concrétisé. Le He, il a les 2 pieds sur terre. Le He, il représente la matérialisation des idées sur terre. Ça veut dire que la femme, elle représente sur terre la concrétisation des principes. L'homme, il représente les principes et la femme, la concrétisation de ces principes. C'est pour ça que le He, c'est la dimension féminine et le Yud, c'est la dimension masculine. Et c'est grâce à l'alliance des deux, quand on associe le potentiel à quelque chose qui vient lui donner corps, d'accord? Et bien c'est là qu'on donne la vie. Et c'est toute la grandeur de la femme en fait, c'est qu'elle va donner vie au principe de son mari. Le plus grand emblème de ça, bien sûr, c'est Sarah Imenou. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est extraordinaire. Abraham, il est loué dans toute la Torah pour il est Amoud HaChesed. Il est l'incarnation justement du Chesed. Et c'est écrit que sa tente est ouverte aux 4 coins, aux 4 côtés, parce qu'il accueillait les gens dans le désert qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accueillait quelqu'un qui était religieux, pas religieux, de droite, de gauche. Il accueillait tout le monde. Et c'est très intéressant de voir que quand on nous parle du Chesed de Abraham, on a un passouk qui parle de Sarah. Et c'est un passouk qui peut paraître aussi très frustrant. Quel est ce passouk qui pourrait nous rendre folle? C'est quoi? C'est Abraham qui reçoit les 3 anges. Donc, waouh, on fait l'éloge d'Abraham, etc. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à sa femme, donc c'est la seule référence qu'on a à Sarah, visiblement dans tout ce passage où il accueille les invités. Il y a marqué quoi? Il y a 2 références. La premièrement, c'est qu'elle est dans le Ohel. Bon, ça, on en parlera peut-être à un autre cours. Et la deuxième référence, c'est quoi? C'est ma chérie va faire des gâteaux. Va faire des gâteaux.
C'est tout ce qu'on a à dire sur Sarah Imenou. Genre lui, c'est Aouda Chesed. Waouh, il accueille les invités, c'est extraordinaire. Et elle fait des boulettes et des biscoutous. Comme on l'a déjà dit en parlant de Sarah Imenou, effectivement, elle est symbolisée par la cuisine. Mais dans la Torah. Mais ça veut dire quoi la cuisine? Ça veut dire concrètement, elle est Tata Paulette qui fait les boulettes? Ça veut dire quoi? C'est quoi la cuisine? C'est que j'ai quelque chose de théorique. C'est quoi? C'est ma recette. Ma recette, elle est dans mon bouquin. C'est écrit, voilà, et on peut mettre plein de choses dedans. Faites revenir des choses. Il peut y avoir des mots que tu comprends même pas. C'est une belle recette. Il y a des belles images, etc. Et puis après, il y a quoi? Il y a la cuisine. On n'a jamais mangé une recette. On mange un gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il représente le monde du théorie, d'accord? La recette. Et la femme, elle représente cette concrétisation sur terre. C'est ça le symbole de la cuisine. C'est ça le symbole du hé. Et c'est ça le symbole de ce qu'on appelle donner vie. La femme, elle donne vie à des concepts. Elle donne vie à des principes. Comme je raconte très souvent cette histoire, c'est que mon père est censé détester les oignons et les ails. D'accord? Et l'ail. Et il est persuadé qu'il n'a jamais mangé ni d'oignons ni d'ail. Et un jour, on était à table comme ça et mon père, il dit « il y a un petit goût bizarre ». Et il regarde ma mère, il lui dit « je suis sûre que tu m'as déjà fait manger de l'oignon et de l'ail en fait ». Et elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « tous les jours de ta vie ». Et je raconte souvent cette anecdote parce que je la trouve tellement emblématique, juif universel, d'ailleurs le couple humain, c'est-à-dire lui il est là, il est dans son monde des idées, j'aime pas l'ail, j'aime pas l'oignon, et elle en fait toute sa vie, pendant 40 ans de mariage, elle lui a fait manger de l'oignon et de l'ail tous les jours. Ça veut dire, tu peux avoir des principes, tu peux avoir des idées, il faut en avoir. Finalement, qu'est-ce qui se passe au quotidien, concrètement sur Terre? Eh bien c'est la femme qui va amener sur Terre cette réalité. D'accord? D'ailleurs, c'est très beau de voir que quoi? Comme il dit Rav Ben Chetrit, la femme, tu lui donnes une goutte, d'accord? C'est le fameux premier jet, le premier éclair, d'accord? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait avec? Un bébé de 3 kilos, avec des mains, des pieds, un estomac, une tête, un cœur. À la base, il avait juste donné une goutte, d'accord? D'ailleurs, c'est symbolisé dans son nom. La femme, elle est Bat. Et lui, il lui a donné le Yud, d'accord? Le Yud, c'est à lui le Yud, comme on l'a dit, et le Yud, il représente la semence. Et quand elle prend le Yud, eh bien la Bat, qu'est-ce qu'elle construit? Baït, construit la maison, d'accord? Donc ça, c'est la force de la femme, c'est de donner vie, ok? Et d'ailleurs, on descend de qui? De Chava, M. Kol Chai. On descend justement de Chava qui donne la vie. Alors, en fait, au niveau de l'intelligence cognitive, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'il y a deux formes d'intelligence distinctes qui sont ce qu'on appelle la Chochma, c'est l'intelligence brute, théorique, et la Bina. La Bina, c'est quoi? C'est l'esprit de déduction et de développement. Le Chochma, c'est le monde conceptuel, le monde des idées, et la Bina, c'est l'élaboration des idées et tout ce qui est l'application en fait, tout ce qui est développement pour arriver ensemble à un résultat. Alors comme on a dit, bien sûr qu'on a les deux, l'homme et la femme, c'est deux formes d'intelligence. Mais l'homme, il excelle en Chochma, ça on ne peut pas lui enlever. Et la femme, dans son processus mental, eh bien son domaine d'excellence, ça va être quoi? Ça va être la Bina. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, les femmes, elles ont un esprit de déduction inné. Elles tendent à mieux analyser l'ensemble des paramètres d'une situation. Et elles vont parvenir à mettre en place des stratégies sur le long terme. La femme, elle a une vision long terme. C'est très important de voir ça. On va expliquer plus tout à l'heure quand on va voir qui se cache derrière ce pasouk. D'accord? Et en communication, alors, en fait, ça donne finalement des différences qui peuvent amener à des incompréhensions, à des malentendus, mais pourquoi il agit comme ça? C'est vraiment très bizarre. Par exemple, en communication, eh bien, la femme,
du fait de sa bina, elle va avoir une communication plus ouverte, plus détaillée et plus ouverte dans le sens intime. Elle va arriver à s'ouvrir plus facilement. D'accord? On aime bien détailler les histoires qui nous arrivent. Ça veut dire, on a été au supermarché, on revient et si on nous demande comment c'était, on va raconter, bah, je suis arrivée, ils m'ont pris la température, puis après je trouvais pas les pommes de terre, donc j'étais chercher là-bas, puis finalement il y a quelqu'un qui a voulu me doubler dans la queue, mais tu te rends compte, c'était long pour juste raconter une petite course au supermarché. Et on aime bien, j'ai envie de dire, on se délecte de voir les expressions du visage, les nuances de ton, les détails d'une situation. Tout ça, en fait, les expériences, on les détaille. Tandis que les hommes vont pas avoir de mal à décrire une situation comme étant bien ou nulle ou bof. Voilà, pour lui, ça a une communication assez suffisante pour décrire la journée entière, 24 heures, qu'il a vécue. Parce qu'en fait, le mode Chokhmah, on a dit c'est le Yud. Le Yud, il est petit, il est compact. Et donc, en fait, il a du mal, même presque, j'ai envie de dire, à s'exprimer sur Terre. Donc, ça fait qu'il va avoir une communication plus concise, plus directe. Tandis que chez la femme, donc, elle va plus avoir tendance à s'étendre. D'accord ? Alors évidemment que les différences entre l'homme et la femme sont finalement un objet d'attraction, d'accord? Ça veut dire que finalement on trouve ça très charmant et nous aussi, ça fait partie de l'attraction magnétique qu'il y a entre l'homme et la femme, mais c'est bien sûr la cause de terribles frustrations qu'il peut y avoir entre époux, mais aussi entre frères et sœurs ou entre collègues de travail, parce qu'on voit qu'on ne fonctionne pas du tout donc, de la même façon. C'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de ces différences. Parce qu'on va trouver des bizarreries du style, par exemple, on part pour aller dans un endroit très très loin dans le nord du pays, d'accord, on part à Foula, on ouvre le Waze, et là il regarde le Waze, tac tac tac, en 3 secondes il le ferme, il me fait c'est bon. Tu dis quoi, c'est bon? Je dis non, c'est bon, j'ai regardé, il faut prendre la 402, après la 403, après tu tournes à gauche, à droite, et là t'es en admiration baba devant lui, tu dis ah, comment il fait ça? Par contre tu rentres à la maison et il n'arrive pas à trouver 2 chaussettes qui correspondent dans le même tiroir. D'accord? Ça fait partie en fait finalement des paradoxes parce que comme on l'a toujours expliqué, Zélo Matzé, nous dit la Torah, une force, eh bien dans certains contextes va constituer une faiblesse. D'accord? Et c'est très intéressant de voir que même au niveau de la physiologique, biologique, on a des différences. Par exemple, la femme, eh bien, elle va avoir une vision qui est plus à 180 degrés, pardon. Elle va avoir une vision plus panoramique, justement parce qu'elle englobe tous les détails. En revanche, au niveau de la vision, eh bien, c'est intéressant de voir que la vue des hommes est en général plus précise, mais avec un champ visuel plus rétréci, etc. Ça veut dire que, et puis il y a aussi quelque chose au niveau des yeux qui est très intéressant, je terminerai sur ça, sur les différences biologiques, c'est que la femme, elle a plus de cônes. Vous savez, les cônes qui repèrent les couleurs. C'est pour ça que nous, on va décrire des couleurs du style c'était parme, c'était pourpre, c'était écru. Et lui, il comprend pas. Pour lui, c'est violet, rouge, blanc. Et c'est tout. D'accord? C'est très très intéressant de voir que même au niveau biologique, finalement, ces différences, eh bien, elles se concrétisent. Et enfin, la dernière expression de cette intelligence chez la femme, c'est la capacité à être multitâche. Comme on le voit dans le métier à tisser, d'accord, je vous ai dit, elle s'éloigne, elle revient. En même temps, elle joue non seulement avec son corps, mais également avec ses doigts. Elle joue également avec son pied qui fait tourner le rouet. Donc, de là, on comprend que la femme, eh bien, sa bina, son intelligence particulière, ça lui permet de parler et d'écouter simultanément, de faire plusieurs choses à la fois, comme donc dans le cas du rouet et du fuseau. Alors c'est là que je vous dévoile le côté féminin de mon mari, c'est que le côté multitâche, c'est lui. Moi je suis monotâche, si je suis en train de donner un cours ou je suis en train d'écrire quelque chose, il ne faut pas me déranger, je ne peux rien faire. Et il y a 2-3 jours, je l'ai surpris comme ça, c'était très marrant. Il était au téléphone, bon. Et puis après il se lève, je le vois, il ouvre le placard, il sort le pchit-pchit pour les vitres,
Puis il est là comme ça et puis il commence à nettoyer la lumière, l'ampoule, je sais pas comment ça s'appelle, oui, je sais même pas comment ça s'appelle ce truc là, ce lustre, voilà. À nettoyer au téléphone. Et je lui dis, oh, mais les multitâches, normalement c'est nous les femmes, c'est pas vous. Mais bon, voilà, visiblement il a aussi piqué ce côté. Donc ça, c'est au niveau donc de l'intelligence, de la bina, comment elle se concrétise par tout ce qu'on a vu. Ça veut dire le fait de donner vie, de donner forme aux idées, de concrétiser, d'accord. On a vu à travers le symbole de la cuisine. Également donc au niveau de la communication on va amener à plus détailler, au niveau de la vision on va amener à voir de façon plus large et enfin on va avoir donc ce côté multitâche qui va faire qu'on arrive en général, on a tendance, comme on a dit tendance, mais pas tout le monde, à faire plusieurs choses en même temps. Alors cette forme d'intelligence c'est extraordinaire parce que c'est ce qui va créer chez la femme eh bien son côté créatif. Le créateur de Apple, qui s'appelait Steve Jobs, il disait que la créativité consiste à relier les choses entre elles. Donc vous voyez que c'est, d'après ce qu'on a dit, exactement la forme d'intelligence de la femme. Donc la femme, on comprend qu'elle a une intelligence créative. Et ça, en fait, c'est ce qui est décrit dans la Torah. Lorsque l'on parle de la construction du Mishkan. Quand on parle de la construction du Mishkan, ça veut dire la réalisation concrète, on va créer l'endroit, on va le bâtir, on va le fonder, on va réaliser toutes les belles idées qu'on avait avant, d'accord. Il y a l'architecte, il a ses plans, et puis après, il y a le maître d'œuvre, d'accord. Ça, c'était la construction du Mishkan. Et au moment de la construction du Mishkan, la Torah, elle décrit le travail des femmes avec beaucoup de louanges. D'abord, on nous dit que quoi ? Qu'elles ont tissé les tentures du Mishkan, mais pas de n'importe quelle façon. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour tisser les tentures? Eh bien, elles ont tissé le poil de chèvre, mais pas n'importe comment. Au lieu de couper le poil de chèvre et de le tisser juste après, eh bien, elles laissaient le poil de chèvre accroché à la chèvre, et à partir de là, alors qu'il faut s'imaginer que la chèvre, elle devait bouger dans tous les sens, eh bien, la femme, elle tissait. Et la Gemara dans Shabbat, elle pose la question, elle dit mais pourquoi elle se prenait la tête comme ça? Pourquoi elle se prenait la tête? Parce qu'en fait, le poil est plus beau quand il est attaché à la chèvre. Et donc du coup, à partir du moment où elle faisait ce travail, après elle coupait, eh bien le résultat, il était flamboyant. Et les tentures, elles étaient exceptionnelles. Et ça, c'est le résultat justement de la créativité de la femme. Et toute la Torah, elle s'arrête énormément dans toute cette paracha pour nous décrire justement la créativité, pour nous encourager à développer nos propres talents et à les mettre à contribution. C'est ce que je dis toujours aux femmes, c'est qu'on a tout un côté créatif, même si on l'ignore, d'accord ? Il y en a qui savent écrire, il y en a qui ont l'art de la pâtisserie, il y en a qui ont une oreille musicale. Et on a des talents qui ne sont pas encore révélés. Donc il faut vraiment aller à la recherche, exploiter nos talents et qui sont enfouis à l'intérieur de notre âme et les exprimer à travers donc quelque chose de créatif. Et ça, c'est la plus belle façon de remplir notre mission sur Terre en fait. Et cette intelligence, elle est décrite dans la Torah par le mot Chochmat Lev. Chochmat Lev, c'est quoi? C'est l'intelligence du cœur. Vous savez, à l'époque, on parlait toujours de QI, d'accord, du quotient intellectuel. Maintenant, le quotient intellectuel, c'est hyper has-been. Vous savez ça. Maintenant, on parle de quoi? De QE, de quotient émotionnel. Parce qu'on comprend que finalement, dans la vie, ce qui est important, c'est pas d'avoir 20 sur 20 à ses contrôles de maths, mais c'est de savoir comprendre, avoir l'intelligence de comprendre un peu l'envers des situations. Savoir comprendre les nuances, savoir lire entre les lignes. Ça, c'est l'intelligence du cœur. Et la femme, elle est particulièrement douée dans l'intelligence du cœur. C'est aussi l'intelligence de savoir lire dans les cœurs. De savoir, vous allez prendre un verre avec une copine, et ça va, on discute, elle est ouverte, etc. Mais vous lui dites, je sens qu'en ce moment, t'es pas au top. Ou je sens que cette relation ne te fait pas du bien. On est capable
de dire comme ça simplement en voyant les tonalités, les nuances, sans même pouvoir en fait expliquer. D'accord? C'est la fameuse intuition féminine et ça, c'est ce dont on va parler par la suite. Le métier à tisser, il représente également quelque chose. On a dit que quoi? Pour tisser un vêtement, on a dit il faut séparer les fils puis les rapprocher. Et s'éloigner du rouet et s'en rapprocher. Eh bien la femme, elle comprend que quoi? Elle comprend que pour créer des relations saines, des relations bonnes qui nous font du bien, eh bien il faut être capable aussi de garder une certaine forme de distance. Pour après se retrouver. Vous savez, c'est comme dans les amitiés trop fusionnelles, ça finit toujours mal. On était super copines, on s'appelait tout le temps, on adorait faire du shopping ensemble, on avait plein de passions en commun. À un moment, c'est trop, t'en peux plus, tu exploses. Et la femme, elle a l'intelligence de dire, attends, viens, non, je suis pas obligée de la voir cette semaine, je suis pas obligée de s'appeler tous les jours. Elle est capable de prendre cette distance qui va lui permettre finalement de bonifier les relations. Et bien sûr, c'est vrai avec son époux, avec le fait que c'est elle qui est maîtresse de la mitzvah de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale. Elle sait très bien que cette mitzvah, bien que contraignante, c'est le meilleur cadeau qu'elle puisse faire à son couple. Parce que cet éloignement permet en fait la plus belle forme de rapprochement. La femme universelle, elle est aussi capable de créer des relations en faisant des séparations. D'accord? On a expliqué, donc, le métier à tisser, il sépare et il revient. Et bien, de la même façon, et elle va séparer dans le sens où elle va créer le sentiment que chacun est unique. Ah, toi, t'es vraiment mon éternel. Ah, toi, t'es vraiment ma Sarah. Ah, toi, ça te connaît. En fait, chacun à la maison se sent à sa place et se sent bien spécifique. Non, je suis différent des autres. C'est ça aussi, séparer. On n'est pas un amalgame. Allez, venez les enfants. Allez, super les enfants. Vous savez que quand on fait un compliment de groupe, ça vaut 0. Il faut le savoir. Ah, vraiment, vous êtes extraordinaires les enfants. Pour eux, ça fait ni chaud ni froid. Mais quand tu viens et tu dis à ta fille, ah mais vraiment à ce moment-là, qu'est-ce que t'as été extraordinaire. Ou tu vas voir ton fils et tu lui dis, ah mais ça vraiment ça te connaît. Ah là bien, je te reconnais bien. Ah, là il se sent à sa place. Et donc du coup, ça lui permet non seulement de tisser des liens solides avec sa mère, mais aussi bien sûr avec les autres membres du foyer et bien sûr avec le reste des gens à l'extérieur. D'accord ? Et en fait, l'intelligence féminine, elle est symbolisée dans la Kabbalah, cette fois-ci, par le symbole du cercle. La femme, c'est le cercle, et l'homme, c'est la ligne. C'est un segment, en fait. Et en fait, justement, la femme, c'est quoi? C'est qu'elle est capable, avec sa bina, d'exclure et d'inclure. Quand j'ai un cercle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans le cercle, il y en a qui sont en dehors du cercle. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le cercle familial. Le cercle, donc, c'est que grâce à ma bina, justement, je peux inclure, mais en même temps, je peux exclure des éléments qui ne sont pas positifs dans ma vie, qui ne sont pas positifs dans mon foyer. Et ça, je terminerai sur ça. C'est qu'en fait, grâce à son esprit de déduction exacerbé, la femme, elle a un flair. Elle a un flair, elle a une intuition qu'on ne peut pas lui enlever pour détecter qui sont les bons éléments et qui ne sont pas les bons éléments. Donc, qui sont les personnes pour l'instant qu'il vaudrait mieux éviter. Et ça, en fait, dans la plupart des cas, il est vrai qu'on ne se trompe pas. Et parfois, c'est juste temporaire. Juste, je pense que, par exemple, je vais voir ma fille, je lui dis, écoute, je pense que cette amitié, en ce moment, elle te fait pas du bien. Et comme ça, je la protège. Ou bien, elle va voir son époux, elle va lui dire, tu sais, la personne avec qui tu aimerais peut-être t'associer, eh bien, moi, je la sens pas. Je le sens pas. Trouve un autre associé. D'accord? Elle ne saura pas forcément expliquer, mais en fait, la femme, elle met sa bina au service de la construction des relations et de la protection de son cercle familial. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui se cachait derrière ce fameux métier à tisser qui au début ne nous parlait absolument pas.
Alors, qui est la femme intelligente, extraordinaire qui se cache derrière ce verset? Il s'agit de Yaël. Est-ce que vous connaissez un petit peu Yaël? Alors, Yaël, elle a vécu à l'époque des Shoftim, à l'époque des juges. En fait, à cette époque-là, il y avait un général qui s'appelait Sisera. Et Sisera, en fait, il a été, c'est un général cananéen, il a été terrible avec le peuple juif. C'est qu'en fait, il faisait que je trouve pas mes mots, leur faire du mal. Hein? Les persécuter? Persécuter, merci Mélanie. Merci, que Dieu te bénisse. Il faisait que les persécuter, autant au niveau physique et qu'au niveau spirituel. D'accord? Et en fait, c'était un homme vraiment brut, cruel, qui a fait vraiment des choses affreuses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, donc, Dvorah, je ne sais plus si on a déjà parlé de Dvorah. Dvorah était donc elle-même juge et prophète. Et Dvorah, elle a rassemblé toute une armée pour mettre fin à Sisera et à toute son armée. Et donc, en fait, ils ont rassemblé toute une armée en un jour. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il y a eu une débâcle incroyable du côté cananéen. En fait, il y a eu une chaleur étouffante, ce qui fait qu'ils ont tous les soldats de Sisera, c'était une armée monumentale. Je crois qu'il avait 900 chars. C'était un truc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, en Égypte, ils avaient la plus grande armée, ils avaient 400 chars. Donc, il y en avait 900. Et ils ont été pour s'abreuver parce qu'il faisait très très chaud. Et en fait, au moment où ils se sont tous retrouvés près du fleuve, eh bien, il y a eu un tremblement de terre. Et donc, en fait, toute son armée a été évincée, en fait, a été tuée d'un coup. Et Sisera s'est retrouvé, en fait, seul. À ce moment-là, il a compris que c'était une débâcle pas possible. Et donc, en fait, il a essayé de prendre la fuite. Comme il est parti, et en fait, il a été vers un territoire qui s'appelle les territoires des Kéniim. D'accord? Et pourquoi il a été là-bas? Parce que les Kéniim avaient conclu un pacte de paix avec les Cananéens. Et sur ce, eh bien, Yaël, qui était la femme d'un Kéni, c'est comme ça qu'elle est décrite dans la Torah. Alors, entre parenthèses, mon frère s'appelle Kenny et donc il y a quelques années, 7-8 ans, il m'a dit « Ah, j'ai rencontré une fille extraordinaire, comment elle s'appelle? Yaël. » Ah, alors j'ouvre le Tanar, je dis « Attends, Yaël, la femme de Kenny. » Je dis « C'est bon, c'est ta femme. » Et c'est ma belle-sœur. Donc, à ce moment-là, Yaël, eh bien, elle l'a repérée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle l'a attirée dans sa tente grâce à sa belle voix. Elle s'est mise à chanter. Et à ce moment-là, Sisera est arrivée et elle lui a donné du lait. Elle a abreuvé de lait jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et au moment où il était plongé dans un profond sommeil, Yaël, de façon très délicate, est sortie de sa tente. Elle a pris le pieu de sa tente et, oreille sensible s'abstenir, elle lui a enfoncé dans la tempe. D'accord? Un jour, j'ai fait un cours sur Yaël avec tous les détails. Et les filles du cours que je connaissais pas, c'était un cours à Natania. Elles sont sorties blêmes, complètement choquées par le cours. Bref, en tout cas, elle l'a tué de façon instantanée. On va dire ça comme ça. Elle a réglé le cas de Sisera. Et donc, en fait, avec son courage incroyable, eh bien, elle a libéré le peuple juif de cet homme qui les avait oppressés pendant plus de 20 ans quand même. Alors le rouet, le fameux rouet dans le métier à tisser, en fait il fait référence au pieu, au rouet que Yaël a utilisé. Alors Yaël, en fait, elle représente comme la Eshet Rahil, la femme qui est capable de faire preuve d'une intelligence stratégique. Elle est capable de faire un plan pour parvenir à son objectif, qui était donc d'affranchir le peuple juif de cette situation d'oppression qui n'en finissait plus. Et aussi, il y a elle, celle qui est capable finalement d'éloigner les mauvais éléments pour consolider son camp, qu'il soit d'ordre familial, comme on l'a dit dans le cas de la Eshet Rahil, ou là dans le cas de Yaël, qu'il soit d'ordre national. Et enfin, Yaël,
c'est la femme qui avait effectivement une beauté incroyable, une voix magnifique, et donc en fait qui est capable de mettre à contribution ses talents, les Shem Shamaim, afin de glorifier le nom de Dieu et d'apporter donc la paix en Eretz Israël. Donc en fait, la Eshet Raïl est comme Yael, elle est capable donc de réfléchir stratégiquement, de mettre à profit ses talents uniques et de tisser des bonnes relations tout en éloignant les mauvaises relations. Et ça, c'est le fruit de la Bina de Yael et de la Eshet Raïl et de toutes les femmes juives ou non juives. Donc c'est quelque chose qui est complètement universel. D'accord? Donc je nous souhaite justement de mettre à profit cette intelligence et ne jamais mépriser l'autre qui n'a pas la même forme d'intelligence, capable de détecter les différences pour pouvoir trouver une complémentarité, avancer la main dans la main et mettre au profit nos talents conjointement pour arriver à des choses merveilleuses. Voilà.